Bienvenue pour cette vidéo sur les timers et les intervalles de temps. Nous allons voir comment différer dans le temps des actions à l'aide de JavaScript et une gestion d'événements. Un timer va permettre de donner un délai à une action dans le temps. Pour ce faire, JavaScript offre la fonction setTimeout. C'est donc le browser qui offre cette fonctionnalité. Et on va lui passer la fonction qui devra être réalisée après un certain temps, ici, le deuxième paramètre, qui doit être donné en millisecondes. Si l'on souhaite désactiver la programmation de l'action qui a été retardée dans le temps, eh bien, on peut appeler la fonction clearTimeout en passant l'ID du timer. En fait, l'ID du timer, il est renvoyé par la fonction setTimeout. Un petit exemple. Vous retrouverez cet exemple, ce morceau de code, directement dans le web repo des démos. Nous avons donc une page HTML sur laquelle il y a deux boutons. Un premier bouton qui permet d'afficher un pop-up après 2 secondes. 2 secondes donc après le chargement de la page. Et un deuxième bouton qui, s'il est cliqué avant les 2 secondes de délai, eh bien d'empêcher la programmation du pop-up. L'interaction donc avec ces boutons différés dans le temps va être gérée dans le script index.js. Alors nous allons d'abord avoir une gestion classique de clics sur des boutons. Pour ça, query selector pour récupérer les références aux boutons. Add event listener pour ajouter les actions qui seront faites lors de l'événement clic sur ces boutons. Et donc, dans la première fonction de créer une alerte qui sera différée dans le temps, nous allons appeler la fonction setTimeout. SetTimeout, qui est donc offerte par les API du browser, attend en premier paramètre une fonction. Ici, vous voyez qu'on a une function arrow qui va appeler donc alerte. Alerte, c'est ce qui va générer un pop-up et qui va en plus afficher un message qui correspond à ici 2 secondes puisque c'est le délai qu'on a programmé ici par défaut. Et bien sûr, cette fonction-là sera appelée après 2000 millisecondes et donc 2 secondes. Si on clique entre-temps sur le bouton 2, eh bien, on va avoir un clearTimeout qui va pouvoir déprogrammer quelque part l'appel de delayed, les actions qui sont programmées ici dans delayed alert. Et donc, timeout ID ici, c'est la référence du timer qu'on passe à la fonction clearTimeout. Regardons ce que ça donne. On exécute ce fichier-ci, HTML, à l'aide du live server. Et donc, je clique sur le bouton. Après 2 secondes, il y a bien le pop-up qui apparaît. On va rafraîchir cette application et simplement cliquer rapidement ici, Clear Plan Action. Donc, on va demander de déprogrammer l'action planifiée. Et en effet, on voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de pop-up qui apparaît. En résumé, setTimeout a permis d'avoir une action différée dans le temps qui est donnée dans la callback ici. Elle est normalement réaliser cette action après le délai qui doit être donné en millisecondes. Et si on souhaite donner la possibilité d'annuler cette action différée, on doit récupérer une référence qui est renvoyée par la fonction setTimeout
et appeler la fonction clearTimeout avec cette référence. Bien, nous allons passer à autre chose. Parfois, nous souhaitons programmer une action qui doit se répéter de manière cyclique dans le temps. Pour ce faire, le browser nous offre la fonction setInterval qui demande en premier argument une callback, une fonction donc qui sera appelée tous les délais qui vont être donnés ici en millisecondes. Par exemple, tous les 2000 millisecondes appelle la fonction qui sera donnée en premier paramètre. Il est possible de stopper et d'annuler les actions cycliques à l'aide de la fonction clearInterval qui va demander la référence au timer qui est renvoyé par setInterval. Un petit exemple de code pour illustrer ça. Vous trouverez ce morceau de code dans le répertoire des démos du cours. Dans ce morceau de code, cette application, on souhaiterait créer une horloge. À chaque seconde, on aimerait afficher le temps système sur la page web. Pour ce faire, on a créé une span ici, qui est donc une balise pour accueillir du texte. Et puis, on a un bouton dans lequel on va vouloir stopper ou résumer l'affichage du temps sur notre horloge. Alors, le JavaScript pour du coup gérer l'horloge, eh bien, nous allons avoir un bouton sur lequel nous avons une gestion d'événements classique pour stopper ou résumer l'horloge. Mais avant même d'aller voir comment on stoppe ou on relance l'horloge, on va voir comment on démarre l'horloge. Par défaut, lorsqu'on lance l'application, on veut démarrer l'horloge. On a une fonction startClock ici qui va faire appel à setInterval et donc tous les X temps, là ici, chaque seconde, vu que c'est 1000 millisecondes, on va appeler la fonction printCurrentTime pour afficher une frame, est-ce qu'on pourrait dire, une image du temps. En JavaScript, on récupère leur système actuel avec NewDate. On peut afficher ça dans le temps local, ce qui veut dire que on va afficher ça au format européen qui correspond au pays dans lequel on est. Et on va mettre ça dans le wrapper, on va dire dans un container pour afficher l'heure à chaque seconde. Et donc ça, on a accès à la span via le query selector. Ici, il n'y a qu'une seule span. Et donc, on vient à chaque fois changer et donner l'heure chaque seconde dans cette span. Regardons l'exécution déjà jusque-là de l'application, sans encore regarder comment on peut stopper pour nous assurer que tout fonctionne. Hop, vous voyez maintenant qu'à chaque seconde, le temps système s'affiche. Tout ça étant possible grâce à la fonction setInterval qui, chaque seconde, appelle cette fonction. Pour pouvoir stopper, il faut pouvoir appeler la fonction clearInterval à l'aide de l'ID du timer. Pour récupérer l'ID du timer, lorsqu'on démarre donc notre horloge, ici on a une variable, et lorsqu'on clique sur le bouton qui permet de démarrer ou stopper ou redémarrer l'horloge, eh bien on va ici vérifier si on a bien un timer, l'ID du timer. Si c'est le cas, eh bien on vient ici faire un clear de l'intervalle avec myIntervalID. Ce qui va stopper ici complètement cette action différée dans le temps. Et puis si, une fois qu'on a fait ça, on remet la référence du timer à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est en train de tourner. Et si on reclique après sur le bouton, eh bien là, comme on a mis undefined, on ne va pas passer ici dans cette condition. On va passer là, dans la condition pour démarrer l'horloge. Et démarrer l'horloge, on relance
à une nouvelle gestion temporelle et différée dans le temps d'appel de print current time. Voilà, ce sera tout pour cette gestion d'action différée dans le temps. À tout bientôt!